Parler, penser et agir comme quelqu'un qui construit sa richesse. L'argent ne suit pas seulement l'effort, il suit aussi la clarté. Lorsqu'une personne sait précisément ce qu'elle veut construire, elle commence à prendre des décisions différentes. Elle ne pense plus uniquement à tenir jusqu'à la fin du mois. Elle commence à réfléchir en termes de progression, de création de valeur, d'investissement et de développement. C'est pour cela qu'un changement financier commence souvent bien avant l'arrivée de l'argent. Il commence dans la manière dont on pense et dans les mots que l'on utilise pour décrire sa situation. Si tu veux transformer ta vie, il faut parfois revoir ta philosophie. Et si tu veux développer davantage ce que tu construis, il faut aussi apprendre à modifier ton langage intérieur. Observe les phrases que tu répètes. Je n'ai pas les moyens. Les gens comme moi ne deviennent pas riches. Ce n'est pas pour moi. Je ne peux rien y faire. Ces phrases peuvent sembler être de simples constats. Pourtant, lorsqu'elles deviennent répétitives, elles peuvent finir par déterminer la manière dont tu regardes les possibilités qui se présentent à toi. Une croyance répétée suffisamment longtemps finit facilement par ressembler à une vérité. Le problème n'est donc pas seulement ce que tu crois. C'est aussi ta capacité à remettre en question les croyances que tu as reçues et que tu n'as peut-être jamais réellement examinées. Ton esprit ressemble à un terrain que tu cultives chaque jour. Si tu y entretiens constamment la plainte, la peur, les excuses et le sentiment d'impuissance, ces pensées finissent par influencer tes décisions. À l'inverse, si tu développes la discipline, le courage, la stratégie, la patience et la recherche de valeur, tu changes progressivement la qualité de tes décisions. La richesse n'est pas simplement une question de désir. Penser positivement ne suffit pas. Il faut transformer sa manière de réfléchir en comportement concret. Une pensée limitée hésite constamment. Une pensée orientée vers la progression cherche une solution. Une personne qui ne maîtrise pas son argent le dépense sans direction. Une personne qui veut construire quelque chose apprend à donner une mission à son argent. Une personne qui attend constamment qu'une autorisation arrive reste dépendante des circonstances. Une personne responsable cherche ce qu'elle peut créer avec les ressources dont elle dispose déjà. Et tout commence par ce dialogue que personne n'entend. Celui que tu as avec toi-même lorsque tu es seul. La véritable question n'est donc pas simplement « Est-ce que je peux devenir riche ?» La question est plutôt « Suis-je prêt à arrêter de défendre mes propres limites suffisamment longtemps pour découvrir ce que je suis réellement capable de construire ?» Commence maintenant. Pas en courant derrière l'argent à tout prix, mais en identifiant les pensées qui t'empêchent d'agir intelligemment. Parce qu'avant de changer tes résultats, tu dois souvent changer la façon dont tu interprètes tes possibilités. Les excuses coûtent plus cher qu'on ne le pense. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Les excuses peuvent coûter énormément. Pas uniquement sur le plan financier. Elles peuvent aussi te priver de temps, d'énergie, de confiance et surtout d'initiative. Elles prennent souvent des formes très familières. Je le ferais si j'avais davantage de temps, si la situation économique était meilleure. Ce n'est pas vraiment ma faute. Le problème avec ce genre de phrases, c'est qu'elles peuvent temporairement soulager la conscience. Elles permettent de ne pas regarder ce qui dépend réellement de nous, mais elles ne font pas avancer nos objectifs. À partir du moment où tu attribues systématiquement tes résultats à l'extérieur, tu abandonnes une partie de ton pouvoir d'action. À l'inverse, reconnaître sa responsabilité ne signifie pas prétendre que tout dépend de soi. Cela signifie simplement apprendre à distinguer deux choses, ce que tu ne contrôles pas et ce que tu peux encore influencer. Cette distinction peut changer complètement ta façon d'agir. Au lieu de dire « je n'ai pas assez de temps », demande-toi « comment est-ce que j'utilise le temps dont je dispose ?» Au lieu de dire « je n'ai pas les moyens », demande-toi « quelles possibilités puis-je explorer avec les ressources que j'ai aujourd'hui ?» Au lieu de dire « ce n'est pas ma faute », demande-toi « quelle partie de cette situation est malgré tout sous ma responsabilité ?» La deuxième formulation ne garantit pas un résultat, mais elle remet ton cerveau dans une logique de recherche de solutions. C'est cela, la responsabilité. Elle ne consiste pas à se culpabiliser.
Elle consiste à récupérer le pouvoir d'agir. La discipline fonctionne de la même manière. Dire « c'est à moi de m'en occuper » peut sembler difficile au début, mais cette phrase contient quelque chose de puissant. Elle signifie que tu ne confies plus entièrement ton avenir aux circonstances. Lorsque tu assumes tes décisions, tu peux aussi les corriger. Si tu reconnais que tu as mal utilisé ton temps, tu peux modifier ton organisation. Si tu reconnais que tu n'as pas suffisamment travaillé sur un objectif, tu peux changer ton niveau d'engagement. Si tu constates que ton argent disparaît sans véritable plan, tu peux commencer à suivre tes dépenses. La responsabilité n'est donc pas une punition, c'est un point de départ. Remplacez l'excuse par une question. Il existe une différence considérable entre dire « je ne peux pas » et demander « comment pourrais-je le faire ?» La première phrase ferme souvent la réflexion. La seconde l'ouvre. Cette différence de langage peut pousser à chercher des solutions concrètes plutôt qu'à conclure trop rapidement que quelque chose est impossible. Lorsqu'une opportunité apparaît, mais que les ressources manquent, le réflexe naturel peut être d'abandonner immédiatement. Mais avant de renoncer, il est parfois plus utile d'examiner les options disponibles. Réduire certaines dépenses, trouver une source de revenus supplémentaires, vendre ce qui n'est plus nécessaire, réorganiser ses priorités ou rechercher une autre manière d'atteindre le même objectif. L'idée n'est pas de prétendre que chaque problème possède une solution facile. L'idée est de ne pas décider de l'échec avant même d'avoir cherché. Les excuses procurent un soulagement immédiat. La responsabilité demande un effort immédiat, mais seul l'effort peut produire un changement. Lorsque tu commences à surveiller ton langage intérieur, tu découvriras probablement certaines phrases automatiques. « Je suis trop fatigué » peut devenir « Comment puis-je mieux gérer mon énergie et mon repos ?» Je n'ai pas le temps peut devenir « Est-ce que cette priorité occupe réellement une place suffisante dans mon emploi du temps ?» Ce changement paraît subtil. Pourtant, il modifie la question que ton cerveau doit résoudre. Les excuses te maintiennent attaché à ce qui s'est déjà produit. La responsabilité t'oblige à réfléchir à ce que tu peux faire ensuite, et c'est précisément là que le progrès commence. La richesse commence aussi par l'attention. Il existe une autre erreur fréquente, croire que le problème financier vient uniquement d'un manque de revenus. Gagner davantage peut évidemment modifier une situation, mais si l'argent supplémentaire est dépensé sans direction, le problème de fond peut simplement se déplacer. Parfois, le véritable problème n'est pas seulement combien tu gagnes, c'est à quel point tu sais ce que tu fais de ce que tu gagnes. Beaucoup de personnes travaillent énormément, restent constamment occupées, et pourtant terminent le mois sans comprendre où leur argent est passé. C'est là que l'attention devient essentielle. Tu ne peux pas véritablement piloter quelque chose que tu refuses de regarder. Si tu ne connais pas tes dépenses, tu ne sais pas précisément où se trouvent tes fuites. Si tu ne connais pas ton épargne, tu ne sais pas à quelle vitesse tu construis une réserve. Si tu ne sais pas ce que tu investis, tu ne peux pas évaluer correctement la direction que prend ton argent. Construire une meilleure situation financière ne consiste donc pas uniquement à chercher davantage de revenus. Cela consiste aussi à apprendre à observer, mesurer et organiser. Tu peux commencer simplement. Note ce que tu gagnes, note ce que tu dépenses, observe ce que tu épargnes, identifie ce que tu consacres à tes objectifs financiers. Le montant de départ importe moins que la prise de conscience que cette démarche crée. Lorsque tu regardes tes chiffres avec honnêteté, certaines dépenses peuvent soudainement apparaître sous un autre jour. De petites sommes répétées peuvent devenir significatives lorsqu'elles s'accumulent dans le temps. C'est pourquoi suivre son argent ne devrait pas être perçu comme une punition. C'est un outil de direction. Un budget ne signifie pas nécessairement « je ne peux rien dépenser ». Il peut plutôt signifier « je décide consciemment de la destination de mon argent ». Cette nuance change tout. Au lieu de subir tes dépenses, tu commences à leur attribuer un rôle. Une somme peut être destinée à l'épargne, une autre peut servir à réduire une dette. Une autre peut être réservée à un projet. Une autre peut être consacrée à un investissement, selon ta situation et tes objectifs.
L'essentiel est de ne plus laisser chaque euro disparaître sans savoir pourquoi. Parce que l'argent que tu regardes avec attention devient plus facile à orienter. Et l'argent que tu orientes consciemment peut commencer à servir une vision plus grande que la simple consommation immédiate. La richesse ne commence donc pas nécessairement avec une grosse somme d'argent. Elle peut commencer avec une meilleure attention portée à la petite somme que tu possèdes déjà. Reprendre le contrôle de son argent et construire sa liberté financière. Tu dois chercher à devenir le responsable de ton argent, pas son simple exécutant. Cela ne signifie pas que tu dois devenir expert en finance ou maîtriser des concepts complexes. Tu dois simplement avoir suffisamment de respect pour ton avenir pour accepter de regarder ta situation financière telle qu'elle est réellement. Combien entre? Combien sort? Où va ton argent? Et surtout, est-ce qu'il te rapproche de tes objectifs ou t'en éloigne? Une personne qui construit sérieusement son avenir financier connaît ses réponses. À l'inverse, lorsque tu ne regardes jamais tes chiffres et que tu fonctionnes uniquement à l'intuition, tu laisses le hasard prendre des décisions à ta place. Or, on ne construit pas une maison sans plan. Alors, pourquoi construire plusieurs années de sa vie sans aucune direction financière? La bonne nouvelle, c'est qu'en commençant à suivre ton argent, tu vas progressivement découvrir des habitudes que tu ne remarquais pas auparavant. Tu verras certaines dépenses inutiles. Tu identifieras peut-être des achats réalisés sous le coup de l'émotion. Tu découvriras de petites fuites qui, répétées chaque semaine ou chaque mois, représentent finalement des montants importants. Et surtout, tu commenceras à comprendre qu'un petit changement répété peut avoir davantage d'impact qu'une grande décision prise une seule fois. Tu passeras progressivement de « Où est passé mon argent ?» à « Je sais exactement où il va, et chaque partie a une raison d'être. » C'est là que la discipline financière commence. Pas avec un revenu exceptionnel, avec la conscience. Et la conscience commence lorsque tu acceptes de mesurer. Tu peux utiliser un simple carnet, une application ou un tableau. Inscris tes revenus, note tes dépenses, observe ton épargne, regarde ton évolution. Fais-le régulièrement, idéalement chaque mois. Parce que la gestion financière ne fonctionne pas correctement lorsque tout repose sur des suppositions. Tu dois observer la réalité avant de pouvoir la modifier. Prendre la responsabilité de chaque somme qui entre et sort de ta vie peut sembler banal. Pourtant, cette simple habitude peut révéler énormément de choses sur tes priorités. Et lorsque tu comprends enfin ce que ton argent fait réellement, tu peux commencer à lui donner une direction. La dette ne doit pas devenir ton identité. La dette ne touche pas uniquement ton portefeuille. Elle peut aussi influencer tes décisions, limiter tes possibilités et occuper constamment ton esprit. Lorsque chaque nouveau projet est accompagné de la pensée « Je dois d'abord régler mes dettes », ton passé financier peut commencer à peser sur ton avenir. Mais une dette n'a pas besoin de devenir une condamnation permanente. Elle peut être traitée comme un problème précis auquel on applique une stratégie précise. Le piège consiste souvent à regarder l'ensemble de ses dettes en même temps. Quand les chiffres viennent importants, le problème paraît tellement grand qu'on ne sait plus par où commencer. C'est comme regarder le sommet d'une montagne depuis le bas et se demander comment on pourrait atteindre le sommet en une seule fois. Tu n'as pas besoin de parcourir toute la montagne aujourd'hui. Tu as besoin de faire le prochain pas. Une méthode souvent utilisée pour organiser le remboursement est la méthode boule de neige. Le principe est simple. Tu dresses la liste de tes dettes en commençant par celle dont le solde est le plus faible et tu progresses vers la plus importante. Tu continues à effectuer les paiements minimums nécessaires sur les autres dettes, tout en concentrant ton effort supplémentaire sur la plus petite. Chaque somme disponible en plus peut alors contribuer à éliminer cette première dette plus rapidement, selon tes possibilités. Puis vient le moment important. Lorsque cette dette disparaît, l'argent que tu lui consacrais n'est pas absorbé par de nouvelles dépenses. Tu le rediriges vers la dette suivante. La deuxième dette reçoit alors davantage d'efforts. Une fois celle-ci réglée, tu reportes encore cette capacité de paiement sur la suivante. C'est ainsi que l'effet boule de neige se crée. Au départ, le mouvement peut sembler minuscule. Puis, à mesure que chaque dette disparaît,
ta capacité d'action augmente. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que les chiffres, le sentiment de progression. Une dette entièrement supprimée constitue une preuve concrète que ta situation peut changer. Cette victoire ne règle peut-être pas tout, mais elle peut renforcer ta motivation à continuer. C'est pour cela que la progression compte autant. Réduire progressivement une dette importante peut sembler interminable. En éliminer une petite peut donner un résultat visible beaucoup plus rapidement. Et cette visibilité peut t'aider à rester engagé sur le long terme. La sortie de l'endettement ne se produit généralement pas en une seule décision spectaculaire. Elle se construit par une succession de décisions cohérentes. Un paiement après l'autre, une dépense évitée après l'autre, une priorité après l'autre. Si la dette occupe aujourd'hui une place trop importante dans ta vie, commence par la rendre visible. Liste-la, organise-la, détermine laquelle traiter en premier. Puis avance avec constance. Chaque solde qui disparaît représente plus qu'un chiffre de moins. C'est une obligation en moins, une contrainte en moins, et davantage d'espace pour construire la suite. Passer de la consommation à la construction. L'un des changements les plus importants dans une vie financière consiste à modifier la façon dont tu regardes l'argent. La question n'est plus seulement « qu'est-ce que je peux acheter ?» Elle devient « qu'est-ce que cette décision peut produire ?» Et cette transformation ne commence pas lorsque tu disposes d'une fortune. Elle peut commencer avec une petite somme, même avec les quelques euros que tu as aujourd'hui. Parce que l'habitude de gérer une petite somme peut révéler la manière dont tu gérerais une somme plus importante. Nous vivons dans un environnement où la consommation est constamment encouragée. On nous présente continuellement de nouveaux produits, de nouvelles envies et de nouvelles raisons de dépenser. Si tu ne définis pas clairement tes propres priorités, il devient très facile de dépenser ton argent simplement parce qu'une occasion de le faire se présente. Le problème n'est pas d'acheter quelque chose. Le problème apparaît lorsque la consommation devient automatique et que chaque augmentation de revenus entraîne immédiatement une augmentation des dépenses. Construire du patrimoine demande une autre logique. Avant une dépense, pose-toi une question simple. Est-ce que cette décision augmente ma capacité financière ou la réduit-elle? Cette question ne signifie pas qu'il faut supprimer tous les plaisirs. Elle signifie qu'il faut apprendre à différencier une dépense qui sert un objectif d'une dépense qui répond uniquement à une impulsion momentanée. Imagine que tu disposes de 500. Tu pourrais utiliser cette somme pour acheter un nouvel objet, renouveler quelque chose que tu possèdes déjà ou satisfaire une envie immédiate. Mais tu pourrais également envisager d'utiliser cette somme pour développer une compétence, financer un outil utile, mais améliorer une activité, investir dans un projet ou renforcer une capacité qui pourrait produire davantage de valeur. Le choix dépend évidemment de ta situation, de tes objectifs et des opportunités réellement disponibles. Mais le principe reste le même. Une dépense disparaît. Certaines dépenses peuvent contribuer à créer quelque chose qui continue de produire de la valeur. C'est cette différence qu'il faut apprendre à observer. Demande-toi, est-ce que cet argent peut m'apprendre quelque chose? Peut-il développer une compétence? Peut-il améliorer mon activité? Peut-il renforcer un projet? Peut-il contribuer à créer davantage de valeur? Ou est-ce simplement une réponse à une envie qui disparaîtra rapidement? Cette façon de réfléchir ne signifie pas qu'il faut toujours choisir l'option la moins chère. Elle signifie qu'il faut comprendre le coût réel de chaque décision. Veux-tu paraître riche ou devenir financièrement solide? Il existe une différence fondamentale entre donner l'impression d'avoir de l'argent et construire réellement une situation financière solide. Le premier peut être relativement facile. Le second demande de la patience, de la maîtrise de soi et une vision à long terme. Un achat financé à crédit peut donner l'apparence du confort pendant un moment. Mais l'apparence ne crée pas nécessairement de patrimoine. Ce qui compte, c'est ce qui reste après la dépense. Ce qui compte, c'est ce que ton argent construit. Tu dois donc apprendre à regarder tes décisions financières avec une logique différente. Chaque euro ne doit pas forcément être investi, mais chaque euro mérite d'être considéré consciemment. Lorsque tu gagnes de l'argent,
Ne demande pas uniquement « Qu'est-ce que je peux m'offrir maintenant ?» Demande également « Quelle fonction puis-je donner à cette somme ?» Une partie peut servir à vivre, une autre à sécuriser ton avenir, une autre à réduire tes dettes. Une autre, lorsque cela correspond à ta situation, peut être destinée à construire ou développer quelque chose. Le véritable changement apparaît lorsque tu cesses de considérer ton argent uniquement comme un moyen de consommation et que tu commences à le voir comme un outil. Un outil pour apprendre, un outil pour créer, un outil pour développer tes capacités, un outil pour préparer ton avenir. Et cette transformation peut commencer avec de très petites décisions. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être riche pour commencer à penser différemment. Commence avec ce que tu as. Observe chaque décision. Demande-toi ce qu'elle produit. Et surtout, comprends que les grandes situations financières sont souvent la conséquence de nombreuses petites décisions répétées. La richesse se construit rarement dans un seul grand moment. Elle se construit dans la manière dont tu traites les petites décisions lorsque personne ne regarde. Transformer les petites dépenses en grandes possibilités. Prenons une dépense qui paraît insignifiante. 4 $ dépensés chaque jour dans un café représentent environ 120 $ sur un mois. Ce montant peut sembler trop petit pour changer une vie. Pourtant, lorsqu'on commence à regarder l'argent autrement, chaque petite somme devient une décision. Elle peut être consommée immédiatement, ou elle peut contribuer à quelque chose de plus grand. Une épargne, une formation, un outil professionnel, un projet, un investissement, ou simplement une réserve destinée à préparer l'avenir. Cela ne signifie pas qu'il faut supprimer tous les plaisirs. La question n'est pas « est-ce que je dois arrêter de dépenser ?» La vraie question est « est-ce que je sais pourquoi je dépense ?» Avant un achat, prends quelques secondes pour réfléchir. Est-ce une décision consciente? Est-ce une habitude? Est-ce une envie passagère? Est-ce quelque chose qui apporte une réelle valeur à ta vie? Ou est-ce simplement une réaction automatique à ce que tu vois, ce que tu ressens ou ce que le marché te pousse à désirer? C'est là que la différence entre consommation et construction devient importante. Une personne qui consomme pense principalement à ce qu'elle peut obtenir maintenant. Une personne qui construit pense également à ce que sa décision peut produire plus tard. Et ce changement de perspective peut être plus important qu'une simple augmentation de salaire. Parce qu'un revenu élevé ne garantit pas une situation financière solide. Quelqu'un qui gagne peu peut apprendre à épargner, à gérer ses dépenses et à investir progressivement. À l'inverse, quelqu'un qui gagne beaucoup peut dépenser la totalité de ses revenus s'il ne développe jamais de discipline financière. La question essentielle devient alors: est-ce que cette décision construit quelque chose pour moi ou est-ce qu'elle me coûte simplement de l'argent? Entraîne ton esprit à rechercher les possibilités plutôt que les tentations. Apprends à différer certaines satisfactions. Investis dans ton développement lorsque cela correspond à tes objectifs. Regarde plus loin que le plaisir immédiat, parce que le consommateur pense à ce qu'il peut obtenir aujourd'hui. Le bâtisseur pense à ce qu'il peut créer pour demain. Être prêt lorsque l'occasion apparaît. Il existe une autre dimension de la construction financière, la préparation. Les opportunités n'arrivent pas toujours au moment où tu les attends. Elles peuvent apparaître alors que tu es occupé, que ton budget est déjà engagé ou que toutes tes ressources ont une destination précise. Et lorsque cela arrive, avoir une bonne idée ne suffit pas toujours. Il faut aussi être en mesure d'agir. C'est pourquoi il peut être intéressant de distinguer deux types d'épargne. D'un côté, il y a la réserve destinée aux imprévus et à la protection financière. De l'autre, certaines personnes choisissent de constituer progressivement une somme séparée destinée à saisir des opportunités qu'elles jugent pertinentes. L'objectif n'est pas de prendre des risques inconsidérés. C'est de ne pas être systématiquement obligé de dire non simplement parce que tu n'as aucune liquidité disponible. Imagine qu'une occasion correspondant réellement à tes objectifs se présente. Une formation particulièrement pertinente, un outil nécessaire à ton activité, une possibilité de développer un projet, une opportunité d'investissement que tu as suffisamment étudiée. Si chaque centime disponible est déjà destiné à autre chose, ta capacité à agir sera limitée.
C'est pourquoi tu peux créer une réserve distincte, avec un objectif clairement défini. Tu peux lui donner le nom que tu veux. Fonds d'opportunité, réserve de croissance, fonds projet. Le nom importe peu. La discipline derrière cette réserve est ce qui compte. Commence petit. Même une somme régulière et raisonnable peut te permettre de développer progressivement cette habitude. Tu peux automatiser tes versements si cela facilite la régularité. Mais surtout, donne une mission précise à cet argent. Il ne s'agit pas d'un compte destiné aux achats impulsifs. Il ne doit pas devenir une réserve que tu utilises chaque fois qu'une envie apparaît. Son rôle est différent. Préparer ton futur. Et lorsque cette réserve grandit, quelque chose change aussi dans ton comportement. Tu commences à observer davantage. Tu remarques des possibilités que tu aurais peut-être ignorées auparavant. Tu ne regardes plus seulement ce que tu peux acheter. Tu regardes ce que tu pourrais construire. Ton raisonnement passe progressivement de « je n'ai pas les moyens » à « est-ce que cette possibilité mérite réellement l'argent que j'ai préparé ?» Attention cependant, être préparé ne signifie pas accepter toutes les opportunités. Une opportunité n'est pas automatiquement un bon investissement. Il faut toujours examiner les risques, comprendre ce que l'on achète et vérifier si cela correspond réellement à ses objectifs et à ses capacités. Le véritable avantage d'une réserve d'opportunité n'est donc pas de te pousser à dire oui, c'est de donner la possibilité de réfléchir avant de décider. La préparation réduit la précipitation. Et une décision prise avec du temps, de l'information et une stratégie est souvent préférable à une décision prise sous pression. Construis donc cette réserve progressivement. Protège-la, alimente-la et considère-la comme une possibilité supplémentaire, pas comme une promesse de richesse. Car lorsque la bonne occasion se présentera peut-être un jour, tu ne voudras pas que ton seul obstacle soit le fait de ne pas t'être préparé. L'apprentissage. Un investissement qui commence dans l'esprit. Il existe une habitude que l'on retrouve derrière beaucoup de parcours de progression. Continuer à apprendre, particulièrement lorsqu'il s'agit d'argent. La gestion financière possède ses propres concepts, ses propres mécanismes et ses propres règles. Pourtant, beaucoup de personnes prennent des décisions financières importantes sans jamais chercher à comprendre réellement comment fonctionne l'argent. Elles avancent à l'intuition. Elles reproduisent ce qu'elles ont vu autour d'elles. Elles suivent parfois les conseils des autres sans avoir suffisamment de connaissances pour les évaluer. Le problème, ce n'est pas de ne pas tout savoir. Le problème, c'est de ne jamais chercher à apprendre. La connaissance financière peut progressivement modifier la qualité de tes décisions. Tu comprends mieux tes dépenses. Tu poses de meilleures questions. Tu identifies plus facilement les risques. Tu peux mieux comparer différentes possibilités. Et surtout, tu développes progressivement ton autonomie. Pense à l'effet cumulatif. Une seule bonne compréhension peut t'aider à prendre une meilleure décision. Cette décision peut améliorer ta situation. Puis cette nouvelle situation peut te permettre de prendre d'autres décisions avec davantage de recul. Le processus s'accumule. Il n'est donc pas nécessaire de lire une centaine de livres en quelques semaines. Il est souvent plus réaliste de commencer par un ouvrage sérieux, de prendre le temps de le comprendre et surtout de mettre ses enseignements à l'épreuve de la réalité. Certains ouvrages classiques sur la richesse et les finances personnelles peuvent servir de point de départ. Mais le plus important n'est pas le nombre de livres lus. C'est ce que tu fais avec ce que tu apprends. Lire sans appliquer ne transforme pas une situation. Une idée devient utile lorsqu'elle influence une décision. Si tu apprends l'importance de suivre tes dépenses, commence à les suivre. Si tu découvres le principe de l'épargne, mets en place une méthode adaptée à ta situation. Si tu étudies l'investissement, prends d'abord le temps de comprendre les risques, les frais, les mécanismes et les produits concernés avant d'engager ton argent. La connaissance doit précéder l'action réfléchie. 20 minutes par jour peuvent changer ton niveau de compréhension. Tu peux facilement penser « je n'ai pas le temps de lire ». Mais apprendre ne nécessite pas forcément plusieurs heures par jour. Quelques minutes régulières peuvent déjà créer une différence importante sur la durée. 20 minutes de lecture quotidienne représentent un engagement raisonnable pour beaucoup de personnes.
Mais surtout, ne lis pas uniquement pour terminer un livre. Lis pour comprendre. Prends des notes. Pose-toi des questions. Cherche les idées que tu pourrais réellement appliquer. Demande-toi, qu'est-ce que cette information change dans ma manière de gérer mon argent? Puis transforme progressivement les connaissances utiles en habitudes. C'est là que l'apprentissage devient réellement puissant. La connaissance seule est une possibilité. L'action réfléchie transforme cette possibilité en résultat. Un livre peut t'apprendre à mieux gérer ton budget. Mais c'est lorsque tu ouvres réellement ton tableau de dépenses que cette connaissance commence à produire un effet. Un ouvrage peut expliquer les principes de l'investissement. Mais cela ne signifie pas que tu dois immédiatement investir. Tu dois d'abord comprendre ce que tu fais, déterminer si cela correspond à ta situation et accepter les risques associés. Un livre peut t'expliquer l'importance de l'épargne. Mais c'est lorsque tu mets réellement en place une habitude d'épargne que cette idée devient concrète. Voilà pourquoi l'éducation financière est si importante. Elle ne sert pas simplement à accumuler des informations, elle sert à réduire les décisions prises dans l'ignorance. Elle peut également renforcer ta confiance, parce que comprendre un sujet réduit progressivement la confusion qui l'entoure. Tu n'as pas besoin de devenir spécialiste de tout. Tu dois simplement devenir suffisamment compétent pour comprendre les décisions financières que tu prends. Commence donc avec une ressource sérieuse. Lis régulièrement. Prends des notes. Vérifie les informations. Compare les points de vue. Et surtout, applique uniquement ce que tu comprends réellement et qui correspond à ta situation. Car construire sa richesse ne consiste pas seulement à chercher davantage d'argent, c'est aussi développer la capacité de prendre de meilleures décisions avec l'argent que tu as déjà. Plus ta compréhension grandit, plus ton regard change. Et lorsque ton regard change, tes décisions peuvent commencer à changer elles aussi. Investir dans son esprit pour augmenter sa valeur. Construire une situation financière solide ne se fait pas en quelques jours, mais chaque nouvelle connaissance peut rendre tes décisions plus précises, plus conscientes et plus utiles. Investir dans ton esprit mérite donc la même attention que gérer ton argent, parce que l'argent que tu possèdes peut produire un résultat ponctuel. Mais une compétence que tu développes peut continuer à produire de la valeur pendant longtemps. L'un des principes essentiels pour augmenter ses revenus est simple. Ta capacité à gagner davantage dépend en partie de la valeur que tu es capable d'apporter aux autres. Si tu veux augmenter ton potentiel de revenus, ne cherche pas uniquement à travailler davantage. Cherche à devenir plus compétent, plus efficace, plus difficile à remplacer. Le marché rémunère les personnes capables de résoudre des problèmes, de créer de la valeur, d'améliorer une situation ou d'aider d'autres personnes à obtenir un résultat. Plus tu développes ces capacités, plus tu augmentes les possibilités qui s'offrent à toi. Cela peut passer par différentes compétences. Améliorer ta communication pour mieux expliquer tes idées. Développer tes capacités commerciales pour mieux comprendre les besoins d'un client. Apprendre à diriger une équipe. Comprendre le marketing. Maîtriser un logiciel ou un outil professionnel. Apprendre à négocier. Développer une expertise technique. Le domaine peut changer, mais le principe reste le même. Plus ta contribution devient utile et maîtrisée, plus ta valeur professionnelle peut augmenter. Mais cela demande une décision consciente. Ne te contente pas d'attendre que l'expérience fasse tout le travail à ta place. Fixe-toi régulièrement un objectif de progression. Par exemple, chaque année, choisis une compétence importante que tu veux réellement maîtriser. Pas simplement découvrir, pas simplement regarder quelques vidéos, maîtriser suffisamment pour pouvoir l'utiliser dans la réalité. C'est cette différence qui transforme l'apprentissage en véritable développement professionnel. Une compétence peut ouvrir des portes que tu ne voyais pas. Au début d'une carrière, certaines compétences peuvent sembler secondaires. La communication en est un bon exemple. Savoir parler clairement, présenter une idée, convaincre sans manipuler, expliquer un problème ou transmettre une vision peut avoir une influence considérable sur les opportunités auxquelles tu peux accéder. Mais aucune compétence ne devient solide sans pratique. Tu peux regarder des dizaines de vidéos sur la prise de parole, tu peux lire des livres, tu peux écouter des experts.
Mais tôt ou tard, il faut pratiquer. Il faut se confronter à l'inconfort. Il faut corriger ses erreurs. Il faut recommencer. C'est ainsi qu'une compétence devient progressivement naturelle. Et cette logique s'applique à presque tout. Tu veux devenir meilleur en négociation? Pratique. Tu veux mieux vendre? Étudie les principes de vente, puis applique-les. Tu veux apprendre à diriger? Commence à prendre des responsabilités et observe tes résultats. Tu veux développer une compétence technique? Travaille régulièrement sur des projets concrets. Le développement personnel doit être traité avec le même sérieux qu'un projet professionnel. Définis une compétence. Fixe un objectif. Travaille régulièrement. Mesure ta progression. Corrige ce qui ne fonctionne pas. Puis recommence. Au fil du temps, les compétences que tu accumules commencent à se compléter. Une bonne communication combinée à une expertise technique peut créer davantage de valeur que l'une ou l'autre prise isolément. Une compétence commerciale combinée à une connaissance approfondie d'un secteur peut ouvrir d'autres possibilités. C'est cet effet cumulatif qui devient intéressant. Rester adaptable dans un monde qui change. Développer ses compétences ne sert pas seulement à gagner davantage aujourd'hui. Cela sert aussi à rester pertinent demain. Les métiers évoluent. Les outils changent. Les entreprises modifient leurs besoins. Les technologies transforment certaines tâches. Une compétence recherchée aujourd'hui peut devenir moins importante demain. C'est pourquoi apprendre régulièrement constitue une forme de préparation. Lorsque tu continues à progresser, tu augmentes ta capacité à t'adapter. Tu ne dépends pas entièrement de ce que tu savais faire il y a 5 ans. Tu développes progressivement de nouvelles capacités qui peuvent répondre à de nouveaux besoins. Cette adaptabilité peut devenir une véritable force professionnelle. Mais il faut comprendre quelque chose. Les résultats ne sont pas toujours immédiats. Apprendre une compétence aujourd'hui ne signifie pas automatiquement gagner davantage demain matin. C'est un investissement à long terme. Comme une graine, une compétence demande du temps avant de produire pleinement ses effets. Tu apprends, tu pratiques, tu commences à être compétent. Puis, tu deviens réellement utile. Et avec le temps, cette compétence peut contribuer à créer de nouvelles opportunités. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner simplement parce que les résultats financiers ne sont pas immédiats. Le développement d'une compétence doit d'abord être jugé sur la progression de ta capacité. L'argent peut ensuite devenir une conséquence possible de cette progression lorsque cette compétence répond à une demande réelle. Investir en soi ne signifie pas forcément dépenser de l'argent. Une autre idée importante mérite d'être retenue. Investir dans soi-même ne nécessite pas toujours un budget important. Tu peux investir avec ton temps, lire quelques pages chaque jour, suivre une formation accessible, regarder des ressources pédagogiques sérieuses, pratiquer une nouvelle technique, demander des retours à des personnes plus expérimentées, chercher un mentor lorsque cela est possible, analyser tes propres erreurs. Toutes ces actions peuvent développer ta valeur sans nécessiter nécessairement de grosses dépenses. Le véritable coût est souvent ailleurs, la régularité, parce que progresser demande de continuer même lorsque l'excitation du début disparaît. Chaque année, cherche donc à sortir légèrement de ce que tu maîtrises déjà. Choisis une compétence qui te demande un effort, une compétence qui te met un peu mal à l'aise, une compétence qui t'oblige à devenir meilleur. La croissance se produit rarement lorsque tout est facile, et à mesure que ta capacité augmente, de nouvelles possibilités peuvent apparaître. Le principe est simple. Développe tes compétences, augmente ta valeur et crée davantage de possibilités de revenus. Tes habitudes quotidiennes construisent ton avenir financier. Il existe une vérité que beaucoup de personnes sous-estiment. Ton avenir financier est fortement influencé par ce que tu répètes chaque jour. La richesse ne dépend pas uniquement d'une grande décision. Elle peut être le résultat de centaines de petites décisions répétées pendant des années. La façon dont tu utilises ton temps, la façon dont tu développes tes compétences, la façon dont tu gères ton argent, la façon dont tu crées de la valeur. Toutes ces habitudes participent à la direction que prend ta vie. La question devient alors, comment transformer une habitude quotidienne en quelque chose qui peut progressivement créer de la valeur et potentiellement un revenu?
Commence par identifier une capacité que tu peux exercer régulièrement et qui répond à un besoin réel. Cela peut être écrire, enseigner, créer, vendre, conseiller, construire, promouvoir, analyser ou proposer un service correspondant à une compétence que tu possèdes ou que tu es en train de développer. L'objectif n'est pas de chercher immédiatement une fortune. L'objectif est de créer une petite source de valeur répétable. Si tu aimes écrire, commence par organiser tes idées, puis transforme progressivement certaines de ces idées en contenu utile. Si tu sais enseigner, commence à structurer ce que tu connais sous forme de leçons ou de tutoriels. Si tu maîtrises une compétence professionnelle, cherche à documenter les méthodes que tu utilises et les problèmes que tu sais résoudre. Cette documentation est particulièrement importante. Lorsque tu écris ce que tu fais, tu peux mieux analyser ton propre processus. Tu peux identifier ce qui fonctionne. Tu peux repérer ce qui doit être amélioré. Et avec le temps, cette documentation peut devenir une base pour développer d'autres formes de contenu ou de services selon ce que tu construis. La constance transforme une compétence en actif. Une action réalisée une seule fois produit rarement une activité durable. La répétition, elle, peut créer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Imagine une personne qui décide de publier régulièrement du contenu utile sur un sujet qu'elle maîtrise. Au début, personne ou presque ne peut y prêter attention. Mais si elle continue à apporter de la valeur, à améliorer son contenu et à comprendre son audience, elle peut progressivement développer une réputation et une audience. À partir de là, différentes possibilités peuvent éventuellement apparaître. Services, produits, partenariats ou autres formes de monétisation adaptées à son activité. Le contenu n'est pas la richesse en lui-même. La valeur créée de manière régulière est le véritable moteur. Le même principe peut s'appliquer à quelqu'un qui apprend chaque matin. Il acquiert des connaissances, il les organise, il les transforme en enseignement, puis il peut les partager à travers des présentations, des ressources pédagogiques ou d'autres formats. La première étape n'est donc pas de chercher immédiatement à monétiser, c'est de devenir utile, apprendre quelque chose, le maîtriser. Créer de la valeur avec cette compétence, la partager, améliorer ce processus, puis seulement ensuite chercher les modèles économiques qui peuvent soutenir cette activité. C'est la différence entre chercher un revenu rapide et construire progressivement une capacité qui peut produire de la valeur sur la durée. La chance peut créer une occasion. La compétence et la constance donnent davantage de chances de pouvoir la saisir. Et lorsque tes habitudes quotidiennes commencent à produire régulièrement de la valeur, tu ne dépends plus uniquement de ton salaire ou d'une seule source de revenus. Tu développes progressivement ta capacité à créer. Transformer ces habitudes en source de revenus. Une habitude répétée avec constance peut finir par produire bien plus qu'un simple résultat quotidien. Lorsqu'une action crée régulièrement de la valeur, elle peut progressivement devenir une compétence, puis une activité, et éventuellement contribuer à plusieurs sources de revenus. Mais il faut comprendre que le véritable changement ne vient pas uniquement de l'action elle-même, il vient de la manière dont tu la considères. Si tu vois chaque jour consacré à l'apprentissage, à la création de contenu, à la recherche de clients ou au développement d'une compétence comme une corvée, tu risques de perdre rapidement ta régularité. Si au contraire, tu considères ces actions comme des investissements dans ton avenir, leur signification change. Chaque prise de contact devient une occasion de développer ton réseau. Chaque contenu utile devient une possibilité de démontrer ton expertise. Chaque nouvelle compétence devient une capacité supplémentaire que tu peux mettre au service d'un problème réel. Ton temps devient alors une ressource que tu cherches à utiliser intentionnellement. Mais cela demande de la discipline. Une action réalisée pendant quelques jours ne suffit généralement pas à créer une activité durable. Il faut répéter, observer, améliorer, recommencer. Et surtout, accepter que tes habitudes puissent évoluer. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne sera peut-être pas aussi pertinent demain. Les marchés changent, les besoins évoluent, les outils progressent, tes propres compétences se développent. Tu dois donc conserver le principe fondamental, créer de la valeur avec constance, tout en adaptant la manière dont tu le fais.
C'est cette capacité d'adaptation qui peut rendre tes activités plus solides dans le temps. Ne cherche donc pas à construire une routine parfaite. Construis une routine capable d'évoluer. Transforme une action utile en habitude. Renforce cette habitude par la discipline. Mesure les résultats. Améliore ton approche, puis recommence. Avec le temps, certaines de ces habitudes peuvent devenir des activités capables de générer des revenus. C'est ainsi que la création de valeur peut progressivement devenir une partie naturelle de ton quotidien. Un objectif financier sans échéance reste trop vague. Se fixer un objectif financier sans lui donner de date revient à partir dans une direction sans savoir quand vérifier si tu avances réellement. Dire « je veux devenir plus riche » est une intention, mais ce n'est pas encore un véritable plan. Pour transformer une ambition en action, il faut lui donner des contours précis. Combien veux-tu épargner? Quel revenu supplémentaire souhaites-tu générer? Quel montant veux-tu investir? Sur quelle période? Et surtout, comment vas-tu mesurer ton évolution? Un objectif précis donne une direction à tes efforts. Une échéance ajoute une contrainte de temps qui peut t'aider à passer de l'intention à l'action. Par exemple, au lieu de dire « je veux davantage épargner », tu peux définir un objectif chiffré adapté à ta situation et lui associer une date. L'intérêt n'est pas de choisir un chiffre impressionnant. L'intérêt est de choisir un objectif suffisamment concret pour savoir exactement ce que tu cherches à accomplir. Une fois l'objectif défini, divise-le. Un objectif annuel peut être transformé en étape mensuelle. Une étape mensuelle peut devenir plusieurs actions hebdomadaires. Et ces actions peuvent ensuite devenir des habitudes quotidiennes. C'est ainsi qu'un objectif qui semblait immense devient une succession de décisions plus faciles à gérer. Mesurer permet de corriger. Le suivi est aussi important que l'objectif lui-même. Si tu vérifies régulièrement ta progression, tu peux identifier ce qui fonctionne réellement. Tu peux constater que certaines habitudes donnent de bons résultats. Tu peux découvrir que d'autres demandent trop de temps pour trop peu de résultats. Tu peux également voir rapidement lorsque tu prends du retard. Et prendre du retard n'est pas nécessairement un échec. C'est une information. Si ton objectif n'avance pas comme prévu, pose-toi des questions. Ton objectif était-il réaliste? Tes actions étaient-elles suffisantes? As-tu rencontré une difficulté que tu n'avais pas anticipée? Ton organisation doit-elle être modifiée? L'objectif du suivi n'est pas de te juger, il est de te permettre de corriger ta trajectoire. Imagine quelqu'un qui souhaite augmenter sa situation financière de manière mesurable sur plusieurs mois. Sans suivi, il peut attendre la fin de la période pour découvrir qu'il n'a pratiquement pas progressé. Avec un suivi régulier, il peut intervenir beaucoup plus tôt. Il peut ajuster ses dépenses, modifier ses priorités, augmenter certains efforts, réduire ce qui ne fonctionne pas. C'est cette boucle, objectif, action, mesure, correction, qui permet de transformer progressivement une intention en résultat. Plus un objectif est précis, plus il devient concret. La précision joue également un rôle essentiel. Je veux améliorer mon patrimoine est une bonne intention. Mais une formulation plus précise permet de mieux visualiser ce que tu cherches à accomplir. Par exemple, je veux augmenter mon patrimoine net de 10% sur les 6 prochains mois. L'objectif devient immédiatement plus concret. Tu sais ce que tu mesures. Tu connais la période. Tu peux suivre ton évolution. Tu peux également reconnaître les petites victoires qui apparaissent sur le chemin. Et ces petites victoires sont importantes. Elles montrent que tes efforts produisent quelque chose. Elles renforcent ta confiance. Elles rendent l'objectif final moins abstrait. Mais garde une règle essentielle. Adapte toujours tes objectifs à ta réalité. Un chiffre arbitraire n'a aucune valeur, simplement parce qu'il paraît impressionnant. Un bon objectif doit être suffisamment ambitieux pour te pousser à agir, mais suffisamment cohérent pour pouvoir être travaillé sérieusement. Apprendre à respecter le temps. Les échéances ont une autre fonction. Elles t'obligent à considérer le temps comme une ressource. L'argent peut être gagné, dépensé, épargné ou investi, mais le temps utilisé ne revient pas. C'est pourquoi une bonne stratégie financière ne consiste pas seulement à chercher à accumuler davantage d'argent. Elle consiste également à utiliser intelligemment le temps disponible pour développer des compétences, créer de la valeur et améliorer ses décisions.
Une date limite transforme alors le temps en paramètre concret. Elle t'oblige à te demander « Qu'est-ce que je dois accomplir cette semaine pour être plus proche de mon objectif à la fin du mois ?» Cette question réduit l'espace laissé à la procrastination. Tu n'attends plus simplement que les choses changent. Tu crées des étapes qui te permettent d'avancer. Bien sûr, certaines choses ne dépendront jamais entièrement de toi. Un imprévu peut modifier ton calendrier. Une activité peut produire moins que prévu. Une opportunité peut disparaître. Dans ces moments-là, l'objectif n'est pas de tout abandonner. Tu ajustes, tu réévalues, tu modifies le plan si nécessaire. Mais tu conserves la direction. C'est la différence entre abandonner un objectif et adapter le chemin pour l'atteindre. Ne laisse donc pas ton avenir financier au hasard. Définis ce que tu veux. Donne-lui une échéance. Mesure régulièrement ta progression et corrige ta trajectoire lorsque cela devient nécessaire. Un rêve indique une destination. Un objectif mesurable et daté commence à ressembler à un itinéraire. La richesse est le résultat d'un processus. Au bout du compte, la construction d'une situation financière solide ne repose pas sur la chance. Elle repose sur une combinaison de facteurs, une réflexion plus claire, des décisions conscientes, des actions répétées, de la discipline, de la patience et une utilisation intelligente du temps. Il n'existe généralement pas de transformation durable en une seule nuit. Les résultats solides se construisent progressivement. C'est pourquoi toutes les stratégies évoquées précédemment n'ont de valeur que si elles sont réellement appliquées. Comprendre son point de départ, définir ses objectifs, contrôler ses dépenses, développer ses compétences, créer de la valeur, construire des habitudes, suivre ses progrès. Ces outils peuvent être utiles, mais aucun d'entre eux ne peut remplacer l'action. La discipline est ce qui transforme une bonne intention en comportement répété. Et c'est le comportement répété qui finit par produire des résultats. Commence avec ce que tu peux contrôler aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre que toutes les conditions soient parfaites. Commence par regarder honnêtement ta situation actuelle. Combien gagnes-tu? Combien dépenses-tu? As-tu des dettes? Quelles sont tes priorités? Quelles compétences peux-tu développer? Quelles habitudes financières dois-tu améliorer? Puis choisis un objectif. Donne-lui une échéance. Ensuite, définis les actions que tu dois répéter pour progresser vers cet objectif. Et surtout, crée un environnement qui facilite cette progression. Entoure-toi, lorsque c'est possible, de personnes qui encouragent l'apprentissage, qui remettent en question tes raisonnements et qui peuvent t'aider à rester responsable de tes engagements. Ton environnement influence tes habitudes. Tes habitudes influencent tes décisions. Et tes décisions répétées influencent progressivement tes résultats. Agis avec ambition, mais également avec prudence. Cherche à construire plutôt qu'à impressionner. Ne poursuis pas simplement l'apparence de la réussite. Travaille sur les fondations. Car la liberté financière ne se résume pas à posséder davantage. Elle consiste aussi à avoir davantage de contrôle sur ses choix. Ton avenir se construit dans le présent. Le temps peut devenir l'un de tes meilleurs alliés lorsque tu l'utilises avec intention. Chaque journée offre une possibilité supplémentaire d'apprendre quelque chose, d'améliorer une compétence, de mieux gérer ton argent, de créer de la valeur, de corriger une mauvaise habitude, d'avancer vers un objectif. Tu n'as pas besoin de tout réussir aujourd'hui. Tu dois simplement éviter de remettre indéfiniment à demain ce que tu peux commencer à construire maintenant. La richesse est un processus. Elle demande de la patience parce que les résultats importants prennent souvent du temps. Elle demande de la persévérance parce que les progrès ne sont pas toujours linéaires. Et elle demande de la discipline parce que les distractions sont nombreuses. Alors reprends les principes essentiels. Observe ta situation. Définis une direction. Fixe une échéance. Crée des habitudes utiles. Développe ta valeur. Surveille tes progrès. Corrige ce qui doit l'être. Et continue. Ton avenir financier ne sera pas déterminé par ce que tu comptes faire un jour. Il sera davantage influencé par ce que tu répètes à partir d'aujourd'hui. Ne cherche pas à changer toute ta vie en une seule décision. Construis-la par les décisions que tu es capable de répéter chaque jour. C'est ainsi que les habitudes deviennent des résultats, que les résultats deviennent des progrès, et que les progrès, avec suffisamment de temps et de constance,
peuvent contribuer à construire une plus grande liberté financière.